démonstration partout au Burundi. Et à ce jour, les partenaires privés, ils ont réussi une vente de 1779 tonnes de semences. Et donc, comme vous l'avez vu, ça varie entre plutôt quatre types de semences. L'haricot, là, on a beaucoup de différentes variétés dedans, maïs aussi. Là, c'est le maïs OPV et on vend aussi le maïs hybride et on vend aussi des semences de pommes de terre. Et il faut dire ici que ce sont les ventes commerciales de semences. Donc, pas le vente subventionné, pas le vente aux ONG. Ce sont les ventes directes aux utilisateurs finaux qui sont donc les ménages agricoles à Burundi. Peut-être on peut avancer à la deuxième diapo. Donc, ça sont les chiffres de haut niveau. Comment ça se traduit en termes de nombre d'agriculteurs avec lesquels on a travaillé, on a réussi à travailler avec? C'est à peu près 107 312 agriculteurs burundais ont acheté nos semences. Et parmi eux, 43% étaient des femmes. Et à peu près 93 613 agriculteurs, 93 613 agriculteurs ont reçu une formation sur les bonnes pratiques agricoles, sur les champs de démo que je viens donc de citer si haut. Et là, 45% étaient des femmes. Si on avance à la prochaine, et je m'excuse que je suis un peu rapide aujourd'hui, c'est juste, il y a beaucoup d'autres panélistes qui vont aussi partager leurs expériences avec vous. Et j'aimerais bien de ne pas prendre trop de temps. Mais donc, ça sont au terme de chiffres de vente, au terme de nombre de clients et nombre de participants au champ de démo. Maintenant, j'aimerais bien de vous parler de un peu la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on a réussi à installer 9000 champs de démo? Comment est-ce qu'on a réussi à vendre le tonnage qu'on a vendu? Bon, c'est à travers des points de vente. On a installé 225 100 points de vente, 225 points de vente au Burundi. On a créé 320 emplois permanents. Donc, c'est-à-dire les agents de vente, les opérateurs de boutiques de vente. Et on a créé 32 827 opportunités de travail pour les main-d'œuvre. Et ça, c'est plutôt lié avec la production, avec la récolte et tout. Et donc, comme vous l'avez vu, 9000 champs de démo ont été installés. Et quand je dis installés, ce n'est pas par nous, par le projet, par les agronomes du projet, c'est plutôt par les agronomes, par les agents de vente de sociétés sémencières avec lesquelles on travaille. Et ils ont donc réussi à installer un grand nombre. Et on a vu qu'un produit positif de plus qui est arrivé grâce à le travail avec le secteur privé, c'est que le coût de production par personne, par ménage agricole, a beaucoup diminué par rapport à avant. Donc maintenant, on estime, on voit que le coût de formation par agriculteur sur le champ de démo qui sont installés par le privé, ça varie entre 5 $ et 9 $ par personne. Donc ça, c'est une forte réduction par rapport à le prix de formation. Et comment est-ce qu'on a arrivé à cela? Bon, pour cela, j'aimerais bien vous partager une toute petite vidéo maintenant qui démontre vraiment l'approche de PSSD. Donc, voilà, je vais arrêter et je vais vous inviter d'augmenter le volume pour que vous pouvez bien suivre la vidéo. Comment les sociétés semencières du Burundi ciblent les petits exploitants agricoles? Avec l'IFDC, les sociétés semencières du Burundi arrivent à cibler les petits exploitants agricoles grâce à des ventes et à une distribution spécialement adaptée qui mettent l'accent sur les campagnes de communication pour l'éducation des consommateurs. Une petite histoire pour comprendre ce phénomène. Voici Régine, une entrepreneure sémencière. Et lui, c'est Jacques, un agronome de formation. Il est également agent de vente mobile de Régine. Jacques, en tant qu'agronome, a aidé Régine à mettre en place un champ de démonstration à proximité des communautés d'agriculteurs pour faciliter les petits agriculteurs d'avoir un accès physique au champ. Régine et Jacques utilisent ce champ de démonstration pour montrer aux agriculteurs la valeur ajoutée de l'utilisation des semences certifiées et former les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles.
Pour faciliter la vente de ses semences, Régine a ouvert plusieurs points de vente dans des villages reculés ou à proximité des marchés centraux. Régine y vend des semences conditionnées en micro-paquets de 1 et 2 kg sous la marque de son entreprise pour créer une confiance entre lui et ses clients. Une fois la semaine, les petits agriculteurs et les agriculteurs de tous les moyens se rassemblent sur ces points de vente pour avoir accès aux semences certifiées de qualité et avoir des conseils sur l'utilisation optimale des semences. Jacques, quant à lui, en tant qu'agent de vente mobile, se rend dans les communautés rurales éloignées sur son vélo pour vendre des semences aux agriculteurs. Les agriculteurs profitent du passage de Jacques chez eux pour lui demander des conseils sur l'utilisation des semences. Pour promouvoir ces semences et faire la sensibilisation à d'autres agriculteurs, Régine se rend dans une station de radio et indique où se trouvent ses champs de démonstration et ses points de vente. Ainsi, les petits agriculteurs peuvent savoir où acheter des semences s'ils sont intéressés et où se renseigner auprès des agents commerciaux dans les points de vente. De cette façon, Régine et d'autres acteurs du secteur privé au Burundi garantissent un accès durable aux semences certifiées et aux services de conseil agricole et soutiennent ainsi le développement économique au niveau des petits agriculteurs. Parfait, excellent. Donc oui, on peut avancer à la prochaine. Comment les Parce que j'aimerais maintenant bien vous préciser quelques de nos stratégies. Donc, comme vous l'avez bien vu, notre hypothèse, c'est qu'on peut intéresser le secteur privé, les acteurs du secteur privé, les producteurs de semences et sociétés sémencières, d'engager directement avec les ménages. La question qu'on a souvent, bien sûr, entendue, c'est qu'on ne sait pas le demande ni l'offerte. Et donc là, on a dit nous pouvons créer la demande auprès des ménages agricoles et créer un lien entre les producteurs sémenciers et les acheteurs sémenciers. Un lien direct qui va être durable, qui va durer beaucoup plus que la durée du projet. Et comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, d'abord, on a constaté que le contrat principal pour le ménage sont donc agricoles, la mobilité physique, la connaissance, c'est-à-dire connaissance autour de comment produire les semences, quelles sont les variétés qui sont disponibles, quelles sont les différentes valeurs ajoutées des différentes semences qu'on peut acheter. Il faudra avoir une confiance dans les semences que vous êtes en train d'acheter, mais aussi dans la société, une confiance dans la capacité des acteurs du secteur privé de vous fournir une bonne semence. Puis après, il y a aussi les contraintes financières. Donc, c'est-à-dire que nous, le projet, on a focalisé sur 5 différentes valeurs qui sont accessibilité, abordabilité, qualité, visibilité et promotion. Et donc, comme vous l'avez bien vu, l'accessibilité, là, on a focalisé sur l'accessibilité aux connaissances à travers des micro-champs de démon. Et ça, c'est bientôt aussi lié avec les promotions, mais aussi avec les qualités. Il faut démontrer la qualité des semences et créer la confiance. Et c'est pour cela pourquoi c'est très important que ce doit être les acteurs du secteur privé eux-mêmes qui produisent les semences, qui doivent installer les champs de démonstration pour qu'il y aura un lien, il y aura de confiance entre les acheteurs et les producteurs, et pour qu'ils peuvent se communiquer entre eux, au lieu d'avoir une intermédiaire qui est soit un projet ou soit quelqu'un d'autre. Donc, accessibilité aux connaissances à travers de champs de démo, accessibilité aux produits physiques, donc c'est-à-dire les semences, ça c'est plutôt à travers de points de vente ruraux. Donc là, on a installé plusieurs points de vente, plusieurs petites boutiques dans le milieu rural, ou soit dans les centres commerce où il y a beaucoup de fermiers qui vont y aller. On a aussi engagé un groupe des agents de vente mobile, c'est-à-dire qu'ils se déplacent eux-mêmes avec le produit vers les acheteurs. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus nécessaire pour les acheteurs de se rendre à une boutique, le produit se rend chez eux pour qu'il y ait une accessibilité physique aux produits. En termes d'accessibilité finance, là, comme j'ai dit au début, on a
pas subventionné le vente des semences, le prix de vente. On a plutôt focalisé sur la taille d'emballage de semences. Donc, on a convaincu le partenaire avec lequel on travaille d'emballer les semences dans le micro-emballage. Donc, c'est-à-dire 1 kg, 2 kg, 5 kg. Ça dépend un peu de culture que vous êtes en train de vendre, mais ça peut rendre aux ménages qui ont le moindre moyen, aussi ça peut rendre les semences accessibles pour eux. Et ça leur permet eux-mêmes de choisir une volume de semences qui correspond à leur propre surface, combien de semences est-ce qu'ils ont besoin de. Et un point très important aussi, c'est que l'emballage, là dessus, on a mis toujours le marque, le brand du producteur qui a fourni les semences avec le numéro téléphonique et tout ce qu'on sort pour créer encore la confiance entre les acheteurs et le producteur, pour que les acheteurs ils sachent maintenant dans leur milieu, il y a un point de vente. Là, je peux me rendre pour acheter une semence avec un emballage qui garantit donc, la qualité. Je sais qui a produit, donc si jamais la qualité ne marche pas, je peux appeler, je peux me rendre encore au point de vente ou je peux parler avec l'agent de vente mobile pour avoir plus d'informations. Donc, ça sont quelques stratégies qu'on a utilisées. Je veux me limiter là pour que les autres panélistes peuvent aussi intervenir. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Tom, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Bastien, pour la vidéo très intéressante et l'explication de votre approche s'appuyant sur le secteur privé pour faire la promotion de semences de qualité et certifiées. Maintenant, je voulais donner la parole à Bidjokazo Fofana, qui est le coordinateur du projet ISSD Sahel. Monsieur Fofana, est-ce que vous pouvez continuer? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. OK, heureusement. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Bastien pour cette présentation très brillante et j'espère qu'on va tirer les leçons apprises de son projet. Excellent. Merci beaucoup. J'aurai des questions à vous poser peut-être après la présentation. Donc, nous évoluons ici dans un contexte complètement différent, en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Donc, le projet s'est intitulé « Projet de développement intégré du secteur semencier au Sahel, Mali et Niger ». Et avec une fragilité agroécologique très prononcée et aussi une fragilité socio-économique. Suivant. Donc, juste en guise d'introduction, dans la stratégie d'augmentation de la productivité agricole, il y a 3 piliers essentiels. Il y a les semences, les engrais et la gestion de l'eau. On sait bien, selon les littératures, que les semences sont nettement moins chères par rapport aux engrais et l'approvisionnement en eau par irrigation. Et l'utilisation des semences a montré qu'on peut augmenter les rendements de 24 à 54% selon qu'il s'agit des plantes autogames ou hétérogames. Donc, les plantes hétérogames, bien sûr, les rendements sont nettement plus élevés quand on utilise les semences améliorées. Par contre, les plantes autogames, comme les légumineuses, ça peut augmenter, mais pas d'une façon significative comme les hétérogames, comme les céréales, par exemple. Et malgré le développement du secteur semencier formel, à travers beaucoup de projets qui ont essentiellement travaillé sur le développement du secteur formel, l'utilité, le rôle du secteur formel reste limité, d'autant plus que c'est l'informel qui constitue la principale source de semences que les producteurs utilisent. Plus de 80% des semences utilisées par les producteurs viennent du secteur informel. D'où l'importance de ce projet, effectivement, de voir comment on peut assurer la disponibilité, d'une part, et l'utilisation des semences de haute qualité, parce que la disponibilité des semences, c'est une chose, mais l'utilisation et l'adoption, c'est vraiment autre chose. Comment on peut assurer la disponibilité et l'utilisation des semences de haute qualité à travers l'établissement d'un secteur semencier très fort, diversifié, viable et orienté vers le marché. Next. Donc,
comme je l'ai dit dans l'objectif global se décline en 5 objectifs spécifiques. Et bien entendu, la stratégie d'entrée, c'est l'approvisionnement en semences de pré-base et base. Parce que sans ces semences, les utilisateurs finaux ne peuvent pas avoir les semences de qualité. Donc, le projet travaillera à rendre disponibles les semences de base et de pré-base. Même après le projet, ça sera un pilier de durabilité. Il faut qu'on s'assure que même après le projet, les producteurs auront accès aux semences de base et pré-base pour pouvoir multiplier les semences certifiées. Donc, pour ceci, il faut renforcer l'approvisionnement et la distribution des semences au niveau national. On sait très bien que le système de distribution des intrants en général dans les pays est très médiocre parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, les routes sont très mauvaises et en général, il n'y a pas de points de vente à proximité des points de production. Et j'apprécie beaucoup l'initiative de Bastien qui a effectivement œuvré à améliorer, augmenter le nombre de points de vente à proximité, à côté des utilisateurs finaux. Le troisième objectif, c'est l'accroissement du flux de production. Il faut sensibiliser les producteurs par rapport à l'importance d'utilisation des semences améliorées à travers des parcelles de démonstration. Parce que seeing is believing. Tant que le producteur n'a pas vu l'augmentation, la valeur ajoutée de l'utilisation des semences améliorées, il ne va pas adopter les semences améliorées. Donc, le troisième objectif vise à sensibiliser les producteurs à travers les parcelles de démonstration sur l'utilisation des semences améliorées. Et bien entendu, il faut qu'on donne des semences de qualité aux producteurs. Il va falloir renforcer les réglementations favorables à l'entrepreneuriat, voir dans quelle mesure on peut identifier les contraintes qui sied par rapport à la réglementation et améliorer les semences, la qualité des semences qui vont parvenir aux producteurs. Et bien entendu, il y a un 5e objectif spécifique qui vise à intégrer le système semencier sahélien dans le système régional, voire international. Mais bien entendu, pour intégrer le système semencier sahélien dans le secteur, dans le marché national et régional, voire international, bien entendu, il faut s'assurer de la qualité de ce qui sera produit au niveau national. Donc, on va œuvrer à ouvrir le marché du système semencier sahélien vers le système du marché international, en assurant qu'effectivement, on aura la qualité requise pour répondre aux besoins du marché international en termes de qualité. Donc, vous avez ici les quelques résultats attendus. Bien entendu, il va falloir, je commence par l'intégration, organiser des ateliers ouest-africains avec ISSD Afrique pour voir comment on peut tirer des leçons des anciens projets qui ont été déjà mis en œuvre dans le cadre de ISSD Afrique, comme aussi par exemple au Burundi. Pour la réglementation, il va falloir identifier des contraintes et voir dans quelle mesure les révisions politiques en termes de réglementation peuvent effectivement améliorer la réglementation en termes de qualité des semences et œuvrer à ce que les producteurs adoptent l'utilisation des semences améliorées. Bien entendu, pour le renforcement de l'approvisionnement des semences au système national, il va falloir promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur semencier et créer des emplois pour des jeunes qui sont désœuvrés aujourd'hui à cause de l'instabilité politique. C'est très important qu'on crée des jobs au niveau communautaire pour que les jeunes soient effectivement occupés au niveau communautaire. Et l'augmentation des volumes en termes de semences pré-base, bien entendu, qui constitue effectivement un pilier de durabilité. Next. Donc, le projet est censé intervenir dans 2 pays prioritaires, dont le Mali et le Niger, qui sont dans une zone, comme je le disais, très fragile en termes d'agroécologie et aussi bien sociopolitique. Donc, au Mali, on aura intervenu dans la région de Minaka, Gao, Tombouctou, Mopti, Ségou et Sikasso. Au Niger, Tillabéri, Niamey et Tawa. Bien entendu, dans la dynamique de dissémination de ce que nous allons avoir comme résultat,
on envisage couvrir carrément tout le pays. Et les cultures cibles qu'on a prévues atteindre ou bien utiliser au niveau des céréales, c'est le mil, le sorgho, le maïs et le riz, les légumineuses, l'arachide et le niébé. Et puis, au niveau de la maraîchiculture, il y a le gombo, l'oignon, la tomate, le chou. Donc, comme je le disais tantôt, les légumineuses en général, c'est les producteurs qui s'intéressent beaucoup plus aux légumineuses parce que c'est des autogames avec une augmentation des rendements moins importante qui n'intéresse vraiment pas le secteur public et privé. Les céréales, les hybrides, le secteur privé est très intéressé et je vois quand même une différence en termes d'intérêt, d'opportunités pour le secteur public et les producteurs. Et ce qui concerne la maraîchiculture, on va voir comment on peut mettre un lien, développer des liens directs, gagnant-gagnant avec les entreprises semencières néerlandaises, parce qu'on sait que les Pays-Bas, c'est un pays d'excellence en termes de maraîchiculture et surtout en termes de développement des semences améliorées, surtout par rapport au changement climatique. Next. Et voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Dr. Fofana, pour cette explication du projet ISSD Sahel. On avait prévu une intervention de Madame Sokona Danyoko, qui travaille pour Sasakawa Africa Foundation, mais comme elle n'a pas pu se connecter, je vais passer à mon collègue Marthe Diallo avec la question suivante. On sait que le contexte de Sahel et de Burundi sont très, très différents, mais ce projet aussi ont des objectifs similaires et je pense que certaines contraintes des producteurs sont très similaires. Donc, Marthe, toi, tu as beaucoup d'expérience sur le secteur sémencier au Mali et vous connaissez très bien aussi le contexte. Donc, ma question à vous est, comment vous pensez qu'on peut adapter les expériences et les recommandations qui écoulent des résultats du projet du Burundi à la réalité du Mali et du Niger? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Tom, pour m'avoir donné la parole. Donc, bonjour à tout le monde et merci pour la participation. Et c'est vraiment un privilège pour moi de participer à cette réunion de haut standard. Donc, pour répondre à votre question, donc j'ai bien suivi les deux présentations de Bastien, de hier, aujourd'hui, et aussi j'ai suivi la présentation de ISSD Ouganda. Et j'ai bien vu que bien que les contextes soient différents, les objectifs de l'ISSD Sahel et de ces deux ISSD sont à peu près les mêmes, mais il y a certaines différences. Mais de toute façon, je pense, connaissant le secteur sémencier malien et qui n'est pas totalement différent beaucoup différent de celui du Niger, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer de l'expérience du Burundi. Notamment, le dernier diapo que j'ai vraiment apprécié de la présentation des patients, les points visibilité, accessibilité, abordabilité, qualité et promotion, vraiment c'est l'essentiel. C'est vraiment essentiel et c'est ça que nous avons besoin dans nos pays pour développer un secteur sémencier durable et viable. Parce que le premier point, visibilité avec les parcelles de démonstration qui sont installées à un endroit où les petits producteurs peuvent voir eux-mêmes. Donc, le paysan, généralement, il ne croit pas à ce qu'on lui dit. Il croit plutôt à ce qu'il voit et qu'il voit évoluer. C'est-à-dire, depuis l'installation du champ, donc ils sont en train d'observer. Même si quelqu'un ne les appelle pas, en passant, ils observent jusqu'à la récolte. Et donc, comme ça, déjà, quand on lui présente la sémence
qui est venu d'une telle parcelle, donc automatiquement, il a confiance. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il a entendu, mais il a vu lui-même et il a vu le champ évoluer lui-même. Donc ça la mise en place des parcelles de démonstration dans des endroits accessibles par les petits producteurs, ça c'est vraiment quelque chose qui est très, très important que nous devons tirer de l'expérience du Burundi. Et aussi, en plus de la confiance que ça crée au niveau des petits producteurs, aussi, ça permet ça permet aussi de leur montrer que ce qu'on dit, c'est faisable sur leur propre territoire parce que c'est installé dans leur propre milieu et dans les mêmes conditions agroécologiques. Donc là, ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise quelque chose. Donc aussi, ça est les parcelles de démonstration associées à la promotion au niveau des radios. Donc, quand une entreprise sémencière se trouve au niveau d'une radio rurale et il dit des choses concernant la parcelle et il donne la location directe et il donne des explications, tout de suite, les paysans même vont se dire, oui, c'est vrai, nous, chaque fois quand on va au marché, on voit la parcelle et ça a vraiment très bien donné et c'est réellement possible. Donc, tout de suite, ça facilite l'adoption. Et aussi, le monsieur à la bicyclette, vraiment, ça, c'est une expérience vraiment adaptée. Parce que l'agent n'a pas besoin de carburant et presque tout le monde peut l'utiliser. Donc, l'accessibilité ne posera pas de problème. Et la personne qui conduit la bicyclette, il a des informations sur les semences qu'il est en train de distribuer. Donc maintenant, il distribue, il facilite l'accès aux producteurs qui n'ont pas les moyens de déplacement pour venir dans les centres urbains pour s'approvisionner en semences, mais aussi il sert d'agent d'extension pour vulgariser, leur donner des conseils. Bon, quand tu achètes cette semence, la manière dont tu as vu sur le champ, si tu veux avoir les mêmes résultats, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça. Et le fait que le monsieur passe de façon régulière, ça aussi, ça met les producteurs en confiance. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient, il se montre une seule fois et il disparaît, c'est tout. Donc, les mini-packages aussi, c'est-à-dire l'assemblage dans des petits sachets. Ça aussi, c'est très, très, très pratique. Parce qu'au moment de la saison des pluies, les paysans sont vraiment en cours de cash. Donc, même si lui veut acheter les semences, d'autant plus que les semences sont en sachets de 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, il n'a pas les moyens de s'acheter. Donc, il va se contenter de ce qu'il peut aborder avec ses maigres ressources. Donc, vraiment, on a beaucoup de choses qui peuvent être adaptées à notre contexte. Merci. Merci beaucoup, Marthe. Je pense que tu es vraiment rentré dans le détail de l'approche et je pense qu'on peut vraiment tirer des leçons et appliquer cette approche dans notre contexte. J'aimerais demander quelques questions à mon collègue Bidjokazo Fofana parce qu'il est actuellement avec IFDC, mais il a travaillé également pour Sasakawa Africa Association. Sasakawa Africa Foundation est un membre du consortium de ISSD Sahel. Donc, pour Fofana, Monsieur Fofana, oui. Ma question à vous est, quelles sont les expériences antérieures avec Sasakawa Association et quelles questions vous avez à poser à mon collègue Bastien par rapport à l'adaptation du projet et les leçons tirées du projet Burundi. Merci. OK. Merci beaucoup, Tom, pour m'avoir donné la parole.
au niveau de Sasakawa, nous avons eu un bottom-up approach. Notre intervention était essentiellement basée au niveau des communautés rurales. C'est-à-dire la promotion de l'utilisation des semences a commencé avec des centres qu'on appelle des centres de production, de post-récolte et de commercialisation à la base. C'est des coopératives qui regroupent plus de, j'allais dire 6 000 voire 10 000 producteurs où on fait la promotion de la multiplication et de l'utilisation des semences certifiées par et pour les membres des coopératives. Donc, de Genesis, l'origine même de ce modèle, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait une faible adoption des technologies qu'on apporte aux producteurs, surtout par rapport à l'accès aux intrants tels que les semences améliorées et les engrais, à cause de la faible distribution, le faible réseau de distribution des intrants agricoles. Donc, on s'est dit que la seule façon d'augmenter l'adoption de nos technologies, ce que nous pouvons, c'est d'améliorer l'accès des producteurs aux semences de qualité à la base, à proximité des points de production. Et c'est comme ça que le Community-Based Seed Multiplication avait commencé au niveau de Sasakawa, au niveau de ces grands centres de production, de post-récolte et de commercialisation. Donc, comment on a procédé? Bien entendu, on a eu des semences de qualité de base qui viennent de la recherche. Première année, on a financé à 100%. Donc, on a formé les coopératives sur la multiplication des semences certifiées à la base. Donc, comment on a procédé? On avait, d'une façon contiguë, side by side, des parcelles de démonstration de l'utilisation des semences certifiées. Et de l'autre côté, nous avons des parcelles de multiplication semencière des mêmes variétés qu'on utilise aussi bien pour la démonstration, pour l'augmentation de la productivité agricole, mais aussi en même temps pour la multiplication de ces semences qui seront utilisées pour augmenter la productivité. Voilà. Donc, les producteurs font face à la réalité que si tu utilises les semences améliorées, tu peux augmenter la productivité et en même temps, on leur montre comment on peut multiplier ces semences en qualité suffisante. Voilà. Vous voyez, c'est une approche contiguë, la multiplication des semences contiguë avec les parcelles de démonstration. Donc, avec ça, on a réussi à augmenter l'adoption des semences, de l'utilisation des semences à plus de 30% en 2 campagnes seulement. Donc, on n'encourageait pas encore la certification parce qu'on voulait d'abord l'adoption. Donc, après, on a remarqué que le marché au niveau communautaire était saturé. On ne pouvait plus absorber les semences qui sont produites par les communautés. Donc, on a commencé à certifier pour que les producteurs puissent vendre les semences certifiées en dehors des communautés. Et là, c'est là où je vois effectivement à la base une intégration gagnant-gagnant entre le secteur informel qui est en train de se formaliser et le secteur formel en dehors des communautés. Pour moi, cette saturation du marché au niveau communautaire, avec le début de certification pour vendre aux compagnies privées, pour moi, c'est un facteur d'intégration durable à la base. Parce que tant qu'on n'a pas la certitude que les paysans sont convaincus à la base et qu'ils ont accès à temps aux semences de qualité à la base, on ne pourra pas aussi améliorer le business du secteur privé. Donc pour moi, je suis pleinement convaincu que tout doit commencer à la base. Voilà pour expliquer un peu comment Sasakawa a réussi à durablement convaincre les producteurs d'utiliser les semences améliorées et ils ont en même temps accès à ces semences certifiées au point de production. Merci beaucoup, Dr. Fofana. Oui, je pense que vous soulevez un élément très important qui est un contexte un peu différent entre le Burundi et le Mali et le Niger.
au Mali et au Niger, on a une grande base de coopératives qui sont bien organisées, qui produisent déjà des semences certifiées de certaines cultures et sur laquelle on peut se baser. Hein. Mais je pense qu'on peut adapter cette stratégie que PSSD Burundi a utilisée plutôt avec des producteurs et entrepreneurs individuels de semences de qualité certifiée, maintenant en travaillant avec ces coopératives qui ont le même objectif, mais qui ont peut-être un peu plus de force, de masse critique pour la production de semences. Donc, exactement, parce que la différence qu'il y a entre l'approche de Burundi et l'approche de Sasakawa, c'est qu'on a le facteur multiplicateur. Le facteur multiplicateur, parce que pendant les formations, pendant les démonstrations, c'est tous les membres des coopératives qui sont invités. Donc, on augmente, on amplifie l'intensité de awareness creation. OK? Ça, c'est un aspect très important. Et en même temps, les coopératives ont une approche mutuelle, conjointe d'achat et d'utilisation des semences. Ce n'est pas isolé. Ce n'est pas isolé comme dans le secteur privé. Mais je vois vraiment un aspect très important qu'on peut tirer des leçons du Burundi parce que même quand on parle des coopératives, il y en a des multiplicateurs de semenciers qui sont très proactifs, qui ont un mindset entrepreneurial, qui pourront aussi sortir de ces zones de coopératives pour aller chercher des marchés ailleurs quand le marché communautaire est saturé. Vous voyez? Donc, je pense que c'est là où on va beaucoup apprendre de l'approche du Burundi, parce que l'entrepreneuriat en dehors des communautés de base, c'est une approche dynamique de dissémination de l'approche communautaire. Ce qui m'amène à poser la question par rapport à l'emballage, au mini-emballage, parce que les mini-emballages ont des coûts qui vont avec, parce que quand tu mets dans 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, il y a des frais additionnels. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a, en termes de prix, une différence entre les emballages par kilo et puis les emballages pour 50 kilos, par exemple? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est par rapport aux subventions. Parce qu'on sait qu'au Niger et au Mali, on souffre de la lourdeur des subventions étatiques. Comment le Burundi a pu s'en sortir avec ces mesures politiques qui ne peuvent que détruire le système semencier au niveau national? Comment ils ont pu s'en sortir? Voilà les deux questions que j'ai à poser à mon collègue Bastien. J'ai encore d'autres questions, mais je laisse d'abord les questions d'abord. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Je laisse la parole à Bastien. Merci beaucoup pour les questions aussi, très pertinent. Peut-être aux deux questions, je peux ajouter un tout petit commentaire. Nous, on a focalisé pas seulement sur la catégorie, sur l'identité des producteurs de semences, mais on a choisi les acteurs qui produisent les semences qui peuvent rassurer le lien entre eux et le client final. Donc, c'est-à-dire, ça peut être peut-être une coopérative qui produit les semences, mais l'importante chose, c'est qu'ils réussissent à créer le lien et le canal de vente à travers l'agent de vente mobile pour accéder aux autres acheteurs de semences. Donc, je pense qu'on peut en discuter en plus sur cela dans l'avenir. Concernant l'emballage, oui, donc l'emballage, le micro-emballage, ça a des implications sur le coût, bien sûr. Mais si tu achètes en gros, comme avec plusieurs produits, tu peux avoir un gain. Mais normalement, l'achat en gros, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Et c'est aussi ça a des implications aussi pour le logistique. Donc, pour exemple, le vente en gros de semences, ça nécessitera peut-être aussi des camions, des autres frais additionnels pour le transport final qui fait aussi augmenter un peu le produit parce que chaque 50 kilos de semences, de transporter ça sur un vélo, une petite moto pour faire vendre, c'est difficile.
Donc, il y a beaucoup, comme vous l'avez dit, des implications de coûts, mais de deux côtés. Donc, de micro-emballages, mais aussi de grands emballages. Et il faut juste choisir donc le type d'emballage qui correspond mieux à la canal de vente. Donc, si c'est par exemple le pomme de terre, volumineux, les grands, et c'est très différent que par rapport à l'haricot ou le maïs aussi, parce que pour le maïs, on a besoin de moins de kilos pour une grande surface par rapport au haricot. Donc, il y a plusieurs facteurs. Concernant les subventions, oui, c'est une très bonne question et c'est quelque chose sur lequel on est toujours en train de travailler. Donc là, on a travaillé sur deux côtés. L'un côté, c'est comme le côté que je viens de parler, de discuter. C'est donc créer une valeur pour les semences, les volumes de semences qui sont vendus, qui sont produits par les producteurs avec lesquels on travaille. Et là, on a vu si on peut vraiment développer la valeur ajoutée et créer dans l'esprit des fermiers une idée de valeur ajoutée, d'acheter les semences et travailler avec les sociétés privées, les producteurs privés, qui sont là dans leur domaine, ils sont eux-mêmes déjà prêts à investir, même s'ils reçoivent de notre part les semences subventionnées. Donc, on a pas les preuves, mais on a constaté plusieurs cas où le producteur, les acheteurs de semences, ils ont reçu le volume subventionné, mais eux-mêmes, ils ont décidé de soit pas s'aimer ça, mais manger ça ou quelque chose, mais eux-mêmes d'investir dans l'achat. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est de renforcer l'association de producteurs de semences pour qu'ils peuvent faire le plaidoyer auprès du gouvernement, mais aussi auprès des acteurs humanitaires. Est-ce que je peux encore poser une autre question, juste une dernière question? Dr Fofana, je suis désolé, on n'a pas beaucoup de temps, donc on aimerait conclure. Okay. Donc, je vois que les échanges sont très fructueux et on aimerait vraiment continuer cet échange. Donc, ma dernière question à vous, Bastien, est que pouvons faire pour relier les projets et créer un type de plateforme d'échange, de mentorat et fertilisation croisée entre ces deux projets et les membres de l'équipe de projet? Parce qu'on parle souvent avec vous, mais on aimerait aussi échanger avec les gens qui sont sur le terrain. Très bonne question. Très bonne question. Et c'est aussi quelque chose que Dr Fofana et moi, on a discuté, ça fait maintenant une semaine, parce que c'est aussi une question qu'on a nous-mêmes dans la tête. Et l'idée, c'est vraiment, quand les deux projets sont un peu plus ou moins stables, qu'on va faire les échanges, bien sûr, peut-être les appels entre les équipes, mais aussi les visites d'échanges d'expériences qui peuvent être très fructueux. De deux côtés, bien sûr. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on prend très sérieux et qui va nous aussi diriger vers des interactions très, très fructueuses, je suis sûr. Mais comme vous l'avez dit, c'est plutôt les échanges d'expériences entre les équipes, entre les différents membres, à travers des visites, à travers de conférences. Mais on va le développer, n'est-ce pas, Dr Fofana? Ok, merci beaucoup, Bastien. Je demande aussi les participants et l'audience, si vous avez encore des questions, vous pouvez les poster sur le site du projet. Je ne sais pas, Christophe, si tu peux partager ce lien. Sinon, il y a un site du projet où vous pouvez poster vos questions et on peut continuer la discussion. Je vous remercie beaucoup, Bastien, Bidjokazo et Marthe, pour vos interventions et j'espère qu'on va continuer à échanger et apprendre entre les deux projets. Merci à vous, Tom. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. La prochaine session commence dans une dizaine de minutes et ce sera la dernière session de la conférence.
Donc, ne manquez pas la conclusion où nous ferons une synthèse des échanges de ces 3 jours et partagerons quelques perspectives d'avenir. Je vais remettre le lien pour cette dernière session dans le chat et je vais mettre aussi le lien sur la plateforme partagée où vous pouvez continuer de poser des questions et mettre des commentaires. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Christophe. Au revoir. Ouais.